Là où je me suis plus consacré à un travail de ce genre, ça a été avec les Lao. Alors, le contexte historique est que au début des années, vers 82-83, des multinationales australiennes, allemandes, américaines, et encore une autre, j'oublie laquelle, ont abordé le ministère du Tourisme au Salomon pour explorer la possibilité d'établir des holiday resorts du style de Club Med dans la lagune. Alors le gouvernement a contacté les Lao parce que bon, il y a le Malaita Council, le North Malaita Council, où sont les Lao, pour voir si les Lao seraient d'accord avec ce projet. Les Lao, sachant pas trop ce que c'était, m'ont demandé des renseignements. Alors je leur ai expliqué que c'était des multinationales qui visaient d'abord leur profit et que bon, ça créait des emplois dans la lagune, ce seraient des emplois subalternes, mais que ça aurait une influence sur l'environnement. Alors ils ont beaucoup réfléchi, puis ils ont dit non, alors on ne veut pas ce genre de tourisme. S'il doit y avoir du tourisme, c'est nous qui voulons le gérer. Alors on va répondre au gouvernement que non, il n'en est pas question que ces multinationales viennent s'installer, mais que nous allons mettre sur pied un projet de tourisme autochtone. Alors ça a pris 2 ans. Alors j'étais là pendant 3 mois, puis ensuite j'étais là pendant 6 mois, l'année suivante, et avec le conseil du clan principal, les Rérés, on a eu des réunions chaque soir. Les réunions ont duré des semaines pour peaufiner le projet. Et alors on a fini par, et chaque fois qu'on discutait un aspect, et qu'on me demandait évidemment des renseignements sur comment ça se déroulait dans le monde du tourisme et le reste, il fallait obtenir un consensus. Et alors, il y avait consensus que lorsque tout le monde se taisait. Alors, une fois qu'on avait une proposition et qu'il n'y avait plus personne qui disait un mot, ça voulait dire que c'était accepté. Et donc, c'est là qu'on notait, je prenais note de tout ça, et on a, après la 2e année, on a créé un document sur la constitution du Lao Cultural Preservation and Tourism Project. Et que ensuite, à mon retour, j'ai fait des conférences. J'ai présenté le film de Granada Television qui a été tourné en 87. Et c'est en 89 qu'on a commencé, que j'ai amené un premier groupe de touristes québécois. Alors, il y avait un directeur d'école, il y avait un directeur de CLSC à la retraite, il y avait un informaticien, il y avait une agente de recherche du mouvement des jardins, il y avait une infirmière, il y avait... Bon, alors c'était très diversifié. Et alors, ils ont été absolument ravis. Non. Alors, les conditions qu'on leur imposait, c'était que vous vivez comme les Lao, vous mangez comme eux, vous êtes parmi eux, et vous respectez donc leurs coutumes intégralement. Et alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et l'expérience a duré 1 mois, mais il fallait évidemment compter 3 jours pour arriver à Malaita, et puis 3 jours aussi pour en revenir. Et ça s'est très très bien passé, et ça a eu un effet extraordinaire chez les Lao, parce que ils ont dit, si il y a tous ces gens qui viennent de si loin, et ça leur coûte si cher pour venir chez nous, ça veut dire qu'après tout, on n'est pas aussi sauvage et primitif que le disent les missionnaires. Donc, on peut croire qu'après tout, on a une certaine valeur, une valeur réelle. Et ça a fait que des grands prêtres qui désespéraient de voir leur fils leur succéder ont ordonné
deux grands prêtres ont ordonné des fils aînés pour prendre leur relève. Donc ça encore, ça... Et puis on fait des grandes fêtes traditionnelles avec sacrifice de cochon et tout. Et tous les rites ont été renforcés, consolidés. Et on a continué comme ça, avec différents groupes pendant 2 ans. Mais les missionnaires se sont inquiétés, parce qu'ils ont vu que ça affaiblissait considérablement leur emprise. Et on a vu arriver un petit avion qui a survolé la lagune. On n'avait jamais vu ça. Un avion des missionnaires qui ont peut-être pris des photos aériennes, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont venus nous espionner. Alors, suite à ça, mais là j'étais parti, alors que ça s'est produit, ils ont fait un blitz, un task force, avec une génératrice, des haut-parleurs, des grands écrans de télévision et des posters. Ça, c'était au début des années 90, 92, 93, par là. Et ils ont fait un blitz comme ça de 15 jours, nuit et jour. Alors, sans arrêt, prêchant, et avec les grands posters, avec des scènes de l'enfer montrant que là, c'est là que vous irez si vous continuez à raviver vos pratiques païennes diaboliques. Et alors, ils ont réussi à faire 54 baptêmes. Et puis, en même temps, moi, j'avais travaillé avec un tour opérateur qui était l'agence, le nom m'échappe, un club de voyage aventure, hein. Voyage aventure. Je ne me souviens plus très bien du nom de... Club Aventure. Hein? Club Aventure. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, qui a changé de main, et les nouveaux propriétaires ont décidé que ce n'était pas suffisamment payant. Alors, ils disent, bon, ben, ce projet-là, on ne fait plus. Donc, j'ai essayé par ailleurs, aux États-Unis, à Los Angeles, avec le Ethnological Tourism, à Toronto, avec une autre firme, et puis à Paris, avec encore un troisième voyagiste. Et puis, chaque fois, on s'est montré bien intéressé, mais on n'a pas réussi à vraiment monter l'affaire suffisamment pour que ça reprenne. Et donc, ça a été le déclin de ce mouvement de revitalisation de la culture. Et maintenant, ils sont restés et ils sont devenus plus ou moins moroses. Ceux qui sont encore païens m'ont dit qu'ils ont réussi à établir une relation personnelle avec les esprits, mais ça n'est plus les grands rituels, ça n'est plus les grands rites, les grandes cérémonies, ça n'est plus les sacrifices de cochons, ça n'est plus les grandes chasses aux dauphins, ça n'est plus le grand enthousiasme qui régnait autrefois et qui était revenu à l'affiche lors de la Cultural Preservation and Tourism Project. Et alors, c'est ça, une certaine morosité, mais par ailleurs, il y a même des chrétiens même fondamentalistes, qui se rendent compte qu'ils sont très mal dans leur peau et qui se disent, comme plusieurs m'ont dit aussi auparavant, ça nous tord les tripes, on a mal au ventre, on ne sait plus qui on est. Alors on sait bien qu'on n'est pas des faux blancs, mais on sait bien qu'on n'est pas non plus que ce qu'on croyait, ça n'est plus tellement vrai. Alors, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus quoi faire. Alors, ils veulent retourner à leur source, et pour ça, c'est très émouvant quand je leur fais jouer des bandes audio où ils reconnaissent des arrière-grands-pères ou des grands-pères ou des pères, et que ça ressuscite chez eux, ça réanime toute une confiance dans leur identité personnelle et profonde. Et c'est pour ça qu'actuellement, je suis en train de rédiger une monographie avec un chef là-haut, qui est un homme extrêmement intelligent,
que j'avais d'ailleurs fait venir pendant 6 mois ici pour travailler avec mon équipe à Laval. J'en ai fait venir 2 là-haut comme ça. Une fois, un pour 6 mois, un autre pour une année complète. Et alors avec le premier, j'ai travaillé longuement là-bas, mais aussi, actuellement, nous travaillons par Internet à écrire cette monographie en lao et en anglais sur un monument patrimonial de grande importance, une grande pirogue sacrée, tout en incrustée d'écailles et parée de plumes de cacatoès et de calao, qui sont des oiseaux très importants, donc qui créent une sorte de somme visuelle de leur sociocosmologie. Alors on est en train de rédiger ça, et j'ai déjà publié des articles dans le journal de la Société des océanistes avec Sandra Révolon sur ce sujet, puis dans un autre livre encore avec elle. Ah non, là, c'était pas avec elle. Bon, enfin, je ne me rappelle plus, mais j'ai 2 publications qui rendent compte témoignent de l'avancement des travaux sur ce sujet. Et puis, je travaille aussi là-dessus avec Ben Burt au British Museum, on a pictorial history of Malaita. Alors, où je documente, c'est une autre façon de documenter le même projet. Alors, bien, c'est ça, l'expérience principale d'anthropologie appliquée que j'ai voulu faire. Et je suis maintenant quand même intéressé par la réaction même de chrétiens fondamentalistes qui veulent revoir mes données pour essayer de se comprendre et de se retrouver. Alors que d'autres parmi eux sont plus radicaux et qui disent oui, bon, ben, alors il faut abandonner tout ça, toutes les croyances importées qui nous ont été imposées, et on devrait les foutre dehors, tous ces missionnaires qui nous ont gâché la vie. Qu'est-ce que ça alimente comme réflexion sur la discipline anthropologique, toutes ces expériences? Comment? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça t'inspire pour la réflexion anthropologique, toutes ces expériences, à la fois sur l'analyse des images, Ah bon, ben alors... sur la pratique contemporaine, sur la réintroduction, la revitalisation de pratiques anciennes, l'anthropologie appliquée, enfin... Alors, la revitalisation, c'est pas nouveau, hein. On connaît ça ici avec les Amérindiens. On connaît ça aussi ailleurs dans le Pacifique, où, par exemple, aux îles de Fidji, on a eu recours, puis même en Polynésie française, recours aux monographies des anthropologues pour essayer de ressusciter des cultures qui sont vraiment devenues archaïques, qui ont été archaïsées. Et ça pose toutes sortes de problèmes épistémologiques, aussi bien que des problèmes vraiment de revitalisation. Un instrument à cet égard qui est très intéressant pour eux, c'est oceani.org. Parce que People First Time, un site sur les cultures mélanésiennes, recommande à aux internautes qui le fréquentent, de voir oceani.org. Ils disent, même si c'est en français, les images sont tellement intéressantes et tellement riches de sens que vous allez comprendre. Et plusieurs insulaires m'ont dit, dans différents colloques à Fidji ou à Hawaï ou ailleurs, en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, que c'est extraordinaire ce que vous nous donnez là, ça nous permet de nous repenser nous-mêmes. Et alors, il y a des auteurs de romans, des poètes, parce qu'ils commencent à pratiquer ce genre littéraire en Océanie, qui ont dit on trouve là une source d'inspiration magnifique. Alors avec ça, ça nous permet de repenser qui nous sommes, de repenser notre culture dans un contexte différent, un contexte de mondialisation. Et d'ailleurs, on pourrait y revenir sur la mondialisation avec
la monoculture. Mais pour le moment, l'expérience anthropologique appliquée, elle a été vécue par beaucoup d'autres collègues que moi qui en sont davantage des experts. L'expérience que j'ai faite est donc à une échelle assez, somme toute, assez réduite. Comment apprendre à consonner, c'est-à-dire à partager les mêmes vibrations que ceux avec qui on vit? Alors il faut d'abord leur faire confiance. Je reviens sur le thème de la confiance. Il faut leur faire confiance et il faut surtout, je reviens au Petit Prince de Saint-Exupéry, à l'apprivoisement. Donc, comme le dit le renard, vient et au début, on ne se dit pas un mot. On s'assied à une certaine distance l'un de l'autre, on se regarde, mais on ne se parle pas. Parce que le langage est souvent source de malentendus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrive justement, on est sur le terrain, et puis on fait confiance et on écoute. Et il faut attendre, là ça me rappelle toujours le vers de Valéry dans Patience, son poème intitulé Patience dans l'azur. Patience, patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Alors il faut savoir écouter. Et puis il ne faut surtout pas, lorsqu'un informateur, même dans les relations humaines, même avec nos meilleurs amis, lorsqu'on a abordé un thème et qu'on croit que l'autre a dit tout ce qu'il y avait à dire, ben, tout de suite enchaîner. Pas tolérer une pause. Non. Alors il faut attendre. Et souvent, sur le terrain, j'ai vérifié ça tellement de fois que, OK, le type avec qui on est, ou la dame avec qui on est, a fini de parler et tout ça, et là, on arrête. Bon, puis là, on pourrait lui poser une question, par exemple, sur un deuxième sujet. Mais si on faisait ça, on allait manquer tout ce qui allait venir et qui était encore beaucoup plus significatif que ce que cette personne nous a dit. Alors, on a eu un premier épanchement, disons, de 5, 10, 15 minutes. Et là, après, si on laisse mûrir, si on est patient, chaque atome de silence, alors va venir la promesse de fruit mûr qui va tomber, le fruit mûr, et tout à coup, après cette longue pause, là, ça va débouler. Et là, on va avoir des trésors d'interprétation, de sens, qui va dévaler de la personne. Et même, je reviens, même entre des gens qui se connaissent bien, entre amis. Alors non, tais-toi. C'est la première règle, je crois, à pratiquer sur le terrain. Et en enseignement, c'est pareil aussi. Quand des questions que nous posent les étudiants, ou les questions qu'on leur pose, alors le silence, la valeur du silence est extrêmement importante, et c'est ça qui fait qu'on peut raisonner aussi, parce que lorsqu'on se tait, bon, si on prenait des images de vibes, alors on pourrait avoir des vibrations qui vont d'un interlocuteur à l'autre, et qui font simplement qu'on va respirer en commun, presque à l'unisson, et puis on va établir une sorte de lien subliminal qui va faire que, ouais, on va se sentir bien ensemble. Et que se sentant bien ensemble, donc se faisant confiance, on va réussir avec ça à avancer ensemble et à mieux se connaître, à mieux s'approfondir, à mieux synergiser, de sorte que on a fait l'expérience d'un niveau de communication beaucoup plus profond qu'on aurait fait autrement. Alors, c'est ce que j'ai entendu par l'anthropologie de la résonance dans différents textes. J'ai commencé avec Bibeau-Corin sur la 16 en anthropologie, dans l'interprétation anthropologique, où j'ai introduit le concept d'anthropologie de la résonance et que j'ai ensuite développé dans d'autres textes comme Speak, That I Be, et l'un ou l'autre texte, même Akabit. Et puis, bon, ben alors, une fois qu'on a appris à raisonner, à consonner, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en face du monde contemporain?
Et là, ben, on peut voir la mondialisation comme une sorte de monoculture. Bon, on reproche beaucoup dans le domaine alimentaire la conversion d'agriculture de subsistance en agriculture spécialisée en monoculture, justement, pour que ce soit pour du café, du sucre, du coton, n'importe quoi, au détriment de l'agriculture de subsistance. Alors, si on peut élargir le concept à monoculture, non pas seulement monoculture de subsistance ou enfin monoculture industrielle, mais monoculture au sens de la vie culturelle, de la culture elle-même. Donc la mondialisation qui nous impose une monoculture qui se trouve à vider les sols de leur humus pour, comme dans l'agriculture spécialisée, la monoculture agricole, exploiter au maximum une terre pour en faire profiter le plus possible les grands distributeurs. De sorte qu'on évacue la personnalité de la subsistance, de l'agriculture de subsistance, pour permettre le plus grand profit possible à la grande industrie. Et alors c'est pareil, quand on applique le même concept de monoculture à la culture universelle, celle de la mondialisation, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la culture qui devient celle, bon, on a dit ça avec la musique pop, par exemple, qui devient la musique universelle, eh bien, on arrive à une sorte d'anéantissement de la culture, des cultures régionales, des cultures locales. Et à ce moment-là, pour moi, ça évoque une phrase qui m'a toujours beaucoup frappé, de Paul Valéry, dans un de ses livres intitulé Variations. Après la guerre de 14-18, qui a dit, c'est la première phrase que je trouve très intéressante, « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Alors, effectivement, avec la mondialisation, nous autres civilisations, nous devrions savoir que nous devenons mortels. C'est-à-dire la civilisation va être écrabouillée, anéantie, parce que tout ce qui va dominer, c'est ce modèle mercantile, le modèle de la productivité, le modèle essentiellement économique des relations humaines. Et alors, à ce moment-là, la culture humaine, l'humanisme, l'humanité même, devient mortelle. C'est-à-dire que tout devient robotisé, tout devient anonyme, et tout doit devenir profitable, mercantile. Alors, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Ça peut nous arriver, ça va nous arriver, si on ne fait rien.